lorsque le Maroc dit « je normalise mes relations avec Israël », il affaiblit la position palestinienne. Elle n'osera pas s'opposer au régime sur le sujet. Vous pouvez être pro-palestinien et avoir peur de manifester parce que vous avez en face de vous un État qui ne respecte pas vos droits et qui peut vous punir sévèrement. Aujourd'hui, la proximité avec Israël est devenue un outil d'autoritarisme dans nos pays. D'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il est très difficile de ne pas voir dans ce deal une transaction qui est la suivante, qui est, vous les États-Unis, vous reconnaissez la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et nous allons normaliser nos relations avec Israël, laquelle normalisation est attentatoire aux droits des Palestiniens, par définition. Je pense qu'il n'y a pas de doute dans les gens qui véritablement ont étudié le conflit israélo-palestinien sur le fait que les États arabes, justement, l'un des petites armes qu'ont les Palestiniens, c'est justement la normalisation des relations entre Israël et son voisinage. Voyez, et que cette normalisation doit arriver à l'issue de la reconnaissance d'un État palestinien dans le cadre des deux États, etc., etc. Et que donc il est important que les États arabes attendent justement que les Israéliens qui ont obtenu des concessions incroyables, je dirais, il ne faut quand même pas oublier que les Palestiniens ont accepté de renoncer à 78% de leurs terres. Et quand je le dis, c'est basé sur des faits historiques. En 1948, le départ des Palestiniens de ce qui est aujourd'hui considéré par la loi internationale comme étant Israël, ce qui a créé le problème des réfugiés, c'est fait sous l'effet de la terreur. Et aujourd'hui, c'est prouvé par des documents de l'armée israélienne qu'il y a eu une campagne de terreur contre les Palestiniens qui ont été obligés de fuir leur village et leur ville et leur hameau parce qu'il y avait des groupes de terreur donc juifs qui massacraient. L'exemple le plus connu est celui de Deir Yassin. Donc déjà, les Palestiniens disent, bon, très bien, on renonce à 78% de ce qui était notre territoire et notre pays. Restent les 22%. Eh bien, ces 22%, la droite israélienne, qui malheureusement aujourd'hui domine la politique israélienne, est en train, par son contrôle de l'État, est en train d'encourager la colonisation. Malheureusement, je dois dire que même lorsque la gauche israélienne était au pouvoir, la colonisation avait aussi beaucoup progressé. Et donc, nous parlons des 22% qui restent, qui sont aujourd'hui systématiquement colonisés par donc, des colons. Et c'est là où l'ironie est incroyable, c'est que on fait la leçon au monde musulman sur la laïcité, sur la confusion du religieux et du politique, alors que nous avons en Israël une colonisation qui est très largement menée par des illuminés religieux, par des gens qui vous disent « c'est ma terre parce que je l'ai lu dans mon livre saint ». C'est en fait ça. Et je dois dire, les États-Unis, entre guillemets, ferment les yeux sur cette colonisation. Donc, les Palestiniens sont dans une posture qui est extrêmement faible et extrêmement vulnérable. Et l'une des armes qu'ils ont, c'est que les membres de la Ligue arabe ne reconnaîtront et ne normaliseront, parce qu'ils ont déjà des relations pour la plupart avec Israël, mais ne normaliseront ces relations et ne reconnaîtront l'État d'Israël que lorsque les Israéliens diront, bon, très bien, nous allons permettre la création d'un État palestinien avec donc avec tout ce que requiert la souveraineté d'un État-nation, etc. Lorsque le Maroc dit je normalise mes relations avec Israël, il affaiblit la position palestinienne. D'ailleurs, la preuve, c'est que les Palestiniens se sont souvent tus au plus haut niveau par rapport à ces affaires de normalisation, mais ils n'ont jamais dit que c'était une excellente chose.
Jamais les Palestiniens, même Mahmoud Abbas, qui est le leader palestinien le plus ouvert, qui a accepté, qui a avalé toutes les couleuvres du monde, ne saute pas de joie lorsqu'il y a l'annonce d'une normalisation avec l'État d'Israël. Donc c'est de cela dont nous parlons. Donc il s'agit d'une transaction. Alors je veux juste quand même qu'on parle de l'aspect moral de la chose. Ça veut dire que combien même nous serions tous d'accord sur le fait que le Sahara est marocain, c'est que nous avons réussi à obtenir la reconnaissance de la marocanité du Sahara sur le dos des Palestiniens, sur la misère des Palestiniens. Parce que c'est ce que ce deal est. D'accord ? Ce qui, moi personnellement, je pense à beaucoup de Marocains, pose un sérieux problème éthique et moral. Deuxièmement, supposons que nous sommes des réalistes cyniques. Très bien. Donc, je mets de côté cet aspect de moralité, etc. Et je dis ce que malheureusement certains ont dit sur les réseaux sociaux, à savoir, qu'est-ce qu'on en a à faire des Palestiniens, après tout. Vous voyez, nous, notre intérêt, c'est l'intégrité territoriale de notre pays. Le Sahara nous appartient. Si reconnaître Israël, et tant pis pour les Palestiniens, si reconnaître Israël, ça permet pour nous de recouvrer cette souveraineté, très bien, on le fait. Sauf qu'il y a un léger problème. Le Maroc se trouve être le président du comité Al-Quds. D'accord ? Les Palestiniens ne nous ont pas obligés pour devenir président du comité Al-Quds. Personne n'est venu obliger, forcer le roi du Maroc à s'attacher, à demeurer le président du comité Al-Quds. Quand vous dites « je suis le président du comité Al-Quds », vous faites une promesse. Et cette promesse, il faut la tenir. Et c'est cette promesse que nous avons violée avec ce deal, qui encore une fois, sur le plan moral, pose un énorme problème. Maintenant, sur le plan, j'allais dire le plan instrumental, c'est-à-dire pour être cynique et même machiavélique, qu'est-ce que nous avons vraiment gagné dans ce deal ? D'accord ? On a gagné, c'est vrai, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, effectivement, ne sont pas n'importe quel pays, c'est la première puissance mondiale. Donc, et c'est ce que l'État marocain nous a expliqué en large et en travers, c'est une performance extraordinaire de notre diplomatie. Très bien, creusons un peu. Qu'est-ce qu'essaye d'obtenir le Maroc aujourd'hui ? Quel est le combat du Maroc aujourd'hui ? Évidemment, je parle du Maroc qui se bat pour la reconnaissance de son intégrité territoriale et donc de la marocanité du Sahara occidental. Ce Maroc se bat pour que les Nations unies reconnaissent cette souveraineté. Pas que les États-Unis la reconnaissent ou que la France la reconnaisse. Pourquoi ? Parce que d'un côté, que les États-Unis reconnaissent ou ne reconnaissent pas, ne change pas grand-chose. Parce que le Maroc, il faut bien le dire, bénéficie déjà de l'amitié américaine, du soutien français, du soutien américain. Les Américains ne nous ont jamais punis du fait qu'on occupait, entre guillemets, ce que disent les indépendantistes sahraouis, cette région de l'Afrique que les Nations Unies nous disent n'est pas la nôtre. Les Nations Unies, que nous disent les Nations Unies ? Ça, c'est le droit. Ça, ce n'est pas une prise de position de ma part. C'est le droit international. Le droit international dit il faut qu'il y ait le peuple sahraoui qui est reconnu comme peuple et le Polisario est reconnu encore une fois par le droit international comme étant son représentant légitime, ont le droit à l'autodétermination. Ça, c'est les règles de l'ONU. Ce n'est pas moi qui ai mis en place ces règles. Des règles, entre guillemets, qui ont été acceptées par le Maroc, puisque le Maroc lui-même, à un moment, a accepté à ce qu'il y ait un référendum, donc le droit à l'autodétermination. Malgré le fait que le Maroc donc, est présent et contrôle la grande majorité du territoire qui s'appelle le Sahara occidental en droit international et que nous, au Maroc, on appelle nos provinces du Sud, eh bien, cela ne nous a pas empêchés d'être un acteur régional et mondial important, à avoir en fait en termes de relations avec l'Union européenne. L'Union européenne ne nous a jamais punis réellement du fait qu'on occupe cette partie donc de ce qu'on considère nous être notre pays. Les États-Unis de même, les relations commerciales sont totalement ouvertes, ne sont pas du tout obérées, ne sont pas du tout diminuées par le fait que nous y sommes déjà. Donc sur le plan pratique, la reconnaissance, à part peut-être mettre un drapeau américain à Dakhla, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara ne change pas grand-chose en réalité. Nous y sommes déjà, nous exploitons le phosphate du Sahara, nous exploitons les richesses halieutiques du Sahara, tout ça on l'a déjà et
même parfois, même si parfois il y a quelques petits soucis, le monde pratiquement entier travaille avec nous malgré cela. Donc, ce qui compte pour nous, ce n'est pas de nous assurer que nos relations avec les États-Unis, nos relations avec l'Union européenne soient plus développées et plus importantes, parce qu'elles le sont déjà. Ce qui importe pour nous, c'est que les Nations unies nous disent officiellement il n'y a plus d'autodétermination, de droit d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Le Sahara marocain vous appartient, c'est le Maroc. On est bien d'accord. Donc, il faut convaincre les Nations unies et donc convaincre le Conseil de sécurité. Or, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Américains? Il s'est passé que l'Allemagne, qui est probablement le pays le plus puissant d'Europe, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. D'accord? À l'issue de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, qui a été donc provoquée parce qu'il y a eu reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, au lendemain de la réunion de ce Conseil de sécurité, les Allemands ont publié un communiqué qui était très largement en défaveur du Maroc, puisque les Allemands nous ont dit officiellement, hein, je vous parle d'un communiqué officiel de l'État allemand, nous ont dit que, en fait, le Conseil de sécurité restait attaché aux résolutions de l'ONU, donc on est toujours dans le cadre de l'autodétermination, même si, effectivement, même dans les résolutions de l'ONU, on parle de la possibilité d'étudier la solution de l'autonomie, mais le principe reste l'autodétermination, donc on ne bouge pas. Donc, entre guillemets, personne n'a suivi les États-Unis d'Amérique. Et surtout pas, ceux qui nous intéressent beaucoup, ce qui sont nos alliés. La France n'a pas suivi les États-Unis d'Amérique. La France n'a pas emboîté le pas aux États-Unis d'Amérique en disant, après tout, nous aussi, nous reconnaissons la marocanité du Sahara occidental. Et évidemment, les Allemands. Juste un petit détail, mais qui a quand même son importance. Lorsque vous lisez ce communiqué, les Allemands, au début de ce communiqué, si vous voulez, parlent un peu de l'historique de ce conflit. Et dans l'historique de ce conflit, ils parlent du référendum. Et pour parler du référendum, ils disent que le Maroc a envoyé 10 000 colons au Sahara occidental pour le référendum, ce qui est évidemment la position du Polisario vis-à-vis de l'attitude marocaine. Eh bien, cette position est épousée par l'Allemagne, qui est un État très important en Europe. Non seulement l'Allemagne a publié un communiqué, mais l'Afrique du Sud, qui est un pays quand même très important. Vous savez, toute la politique marocaine de retour vers nos racines africaines, etc., était basée sur la notion d'essayer de convaincre donc les piliers de l'Afrique de la marocanité du Sahara petit à petit. Et le pilier le plus important, ou l'un des plus importants avec le Nigeria, le Ghana, c'est l'Afrique du Sud, avec avec son pouvoir symbolique extrêmement important. L'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela. Eh bien, l'Afrique du Sud a publié, le représentant de l'Afrique du Sud à l'ONU a fait une déclaration extrêmement négative pour le Maroc en disant que l'Afrique du Sud restait attachée au processus d'autodétermination et au soutien du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces réactions qu'on peut considérer qu'elles sont négatives malgré tous les mensonges qu'on raconte aux Marocains à travers les médias officiels? Parce que les États-Unis qui ont reconnu la souveraineté du Maroc, c'est les États-Unis, c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est Donald Trump. C'est vrai, c'est le président des États-Unis. Donc institutionnellement, on peut dire que c'est les États-Unis, mais c'est Donald Trump. Depuis quand Donald Trump prend des décisions sages en termes de relations internationales? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la valeur de cette proclamation présidentielle est d'autant plus diminuée que la crédibilité de celui qui en est l'auteur est elle-même diminuée. Or, il se trouve que c'est Donald Trump. Et Donald Trump, justement, est très fortement critiqué, d'ailleurs pas seulement par les démocrates, mais aussi par les républicains, parce que sa politique étrangère a aliéné les alliés traditionnels. Je ne parle pas des ennemis des États-Unis. Je parle même des alliés traditionnels. Et que l'un des éléments importants de la politique future de Biden, et d'ailleurs c'est ce que l'équipe Biden elle-même a proclamé, c'est d'essayer justement de rétablir, de reconnecter les États-Unis avec ses alliés traditionnels. Donc vous imaginez bien que lorsque demain il y aura l'administration Biden, que le dossier du Sahara va être étudié et que les Allemands auront la position qu'ils ont aujourd'hui et que évidemment la Russie, la Chine, etc.
aussi, parce que c'est à minima, c'est de s'attacher aux résolutions de l'ONU, vous pouvez très bien imaginer une administration américaine qui, sans revenir, parce que je ne suis pas sûr qu'ils reviennent sur la proclamation de Trump, mais en fait ne lui donne pas de substance derrière. C'est que les États-Unis peuvent toujours dire, bon, on reconnaît, mais ça ne veut pas dire que l'ONU, elle reconnaît et que pour résoudre le problème, on va suivre en fait le travail de l'ONU et on va confirmer et soutenir l'approche donc qui contient en elle le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Pourquoi? Parce que le reste du Conseil de sécurité est attaché à ce principe qui, il ne faut pas l'oublier, est un principe essentiel. Et ça aussi, c'est pour ça que, en fait, on découvre que nous, Marocains, on n'est pas nécessairement très bien informés sur la réalité juridique de ce conflit. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on dit l'intégrité territoriale. C'est vrai, le concept d'intégrité territoriale est dans la charte de l'ONU et qu'il est important. Sauf que dans notre cas à nous, cette intégrité territoriale n'est pas opposable aux autres légalement. Pourquoi? Parce que le concept d'intégrité territoriale est opposable lorsque l'ONU vous reconnaît cette intégrité territoriale. Or, l'ONU ne nous a jamais reconnu la marocanité du Sahara. Et donc, le concept qui est dominateur dans le dossier, c'est le concept d'autodétermination, qui lui aussi est l'autre concept avec l'intégrité territoriale, qui est essentiel à la construction de l'ordre international et qui est un élément, et peut-être l'élément le plus important, un des deux éléments avec la souveraineté des États et donc de l'intégrité territoriale, un des deux éléments les plus importants de la charte de l'ONU. Et donc, pour ces raisons, je considère que même sur l'affaire du Sahara, je ne suis pas persuadé de l'extraordinaire impact positif de cette reconnaissance, d'autant plus, et je finirai là-dessus, d'autant plus que le Maroc n'est pas, malheureusement, et là on revient au sujet d'avant, le Maroc n'est pas institutionnellement équipé pour justement gérer une autonomie acceptable, une autonomie donc du Sahara acceptable pour le reste de la communauté internationale. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Maroc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la seule solution en ce qui nous concerne dans le conflit du Sahara occidental, c'est que souveraineté marocaine et nous concédons que cette région aura une autonomie avancée, enfin un projet d'autonomie. D'accord? Le problème, c'est que lorsque vous étudiez les cas internationaux d'autonomie, d'autodétermination, etc., l'élément majeur qui détermine l'attitude de la communauté internationale à travers l'ONU pour justement accepter ou ne pas accepter la souveraineté d'un État sur un territoire, c'est la démocratie et le respect des droits de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que la communauté internationale ne peut pas venir chez vous qui n'avez pas de justice indépendante, qui violait les droits de vos propres citoyens de façon régulière et vous dire, voilà un autre peuple, le peuple sahraoui, puisque l'ONU considère que c'est un autre peuple, on va vous le donner à vous, on va vous le confier et c'est vous qui allez gérer ces affaires. On ne peut pas le faire. Donc, même dans le cadre de la solution marocaine, nous sommes dans une contradiction qui est nodale, qui est absolument essentielle, qui est de demander une solution pour laquelle nous, les Marocains, nous ne sommes pas équipés institutionnellement. C'est-à-dire que si demain, il y a une véritable étude du plan d'autonomie marocaine et que le Polisario dise très bien, asseyons-nous, nous allons parler du plan d'autonomie, tout de suite, les défauts de la cuirasse, le sous-développement institutionnel marocain va faire en sorte que ça va être une proposition très difficile à accepter, pas seulement par les Sahraouis, mais aussi par le reste du monde. Et c'est en cela d'ailleurs, et je lis les deux sujets majeurs dont on a parlé aujourd'hui, c'est en cela d'ailleurs que les violations des droits de l'homme, que ces mascarades de procès et de poursuites judiciaires dont sont coupables nos confrères et collègues et nos intellectuels, au fond, va à l'encontre de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, paradoxalement et ironiquement, parce que, encore une fois, on ne peut pas être légitime et crédible. Légitime, on l'est peut-être, mais on n'est pas crédible à demander à ce qu'il y ait une résolution du conflit à travers un projet d'autonomie, alors que notre système politique est un système politique sous-développé et autoritaire. Mais donc, moi, si je vous suis bien, Monsieur Jamieh, on peut dire qu'à cette heure précise, le véritable gagnant de cette normalisation, ce n'est pas le Maroc.
Non, le gagnant, vous savez, c'est pas, ça ne concerne pas seulement le Maroc, mais c'est l'une des caractéristiques des États autoritaires, c'est que les intérêts des élites au pouvoir prennent le pas sur les intérêts du pays. Vous voyez? Donc, il faut différencier lorsque les gens, si vous voulez, se félicitent d'un quelconque succès. En l'occurrence, ce succès, c'est peut-être le succès des élites, d'ailleurs à court terme, autoritaires marocaines. Mais très franchement, il m'est difficile de voir en quoi le Maroc a fait avancer sa cause par ce deal qui comme je l'ai dit et je le répète, est moralement corrompu. D'un côté, et de l'autre côté, même sur un plan purement instrumental, ne me paraît pas évidemment à l'avantage du Maroc. Pour clôturer ce point-là, et je pense qu'on arrive tout doucement au bout de cette petite conversation, Moukkel Jamaï, comment on va pouvoir manœuvrer le régime marocain qui a pris l'initiative de normaliser avec Israël, avec une population qui est, je pense ne pas me tromper, largement pro-palestinienne? Je pense que le pari du régime marocain, c'est que même si elle est pro-palestinienne, elle n'osera pas s'opposer au régime sur ce sujet. Vous pouvez être pro-palestinien et avoir peur de manifester parce que vous avez en face de vous un État qui ne respecte pas vos droits et qui peut vous punir sévèrement. Donc en fait, et c'est cela aussi le paradoxe de cet Occident qui s'enchante à chaque fois qu'il y a un processus de normalisation avec Israël, c'est qu'aujourd'hui, la proximité avec Israël est devenue un outil d'autoritarisme dans nos pays, c'est-à-dire nos pires dirigeants dans cette partie du monde se protègent derrière une soi-disant proximité, ouverture à Israël pour en fait valider la répression de leur peuple. Et donc on peut très bien imaginer une situation, hein, je ne la souhaite évidemment pas, j'espère que c'est le contraire qui va arriver, mais on peut imaginer une situation où une majorité des Marocains, malgré leur refus et leur rejet total de ce deal immoral, n'expriment pas leur mécontentement parce qu'ils ont face à eux un État qui ne respecte pas la règle de droit. Maintenant, il se peut aussi qu'il y ait des réactions de plus en plus massives avec une vraie mobilisation contre cette normalisation. Et le régime marocain fera ce qu'il fait souvent en l'occurrence, c'est de laisser couler, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus il n'y aura pas d'échange d'ambassade, il n'y aura peut-être pas d'ouverture de lignes aériennes, ce genre de choses, mais sans officiellement revenir sur ce rapprochement. Ça, je ne pense pas que le Maroc revienne sur ce rapprochement, même s'il y a des pressions sur un plan officiel. Mais ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer de provoquer au minimum la colère des citoyens marocains. Voilà, mais évidemment, la solution, et je vais finir là-dessus, pour moi, la solution, évidemment, pour ce qui concerne cette histoire d'Israël, c'est d'un côté, il faut commencer. D'abord, c'est un conflit israélo-palestinien. C'est les Palestiniens qui doivent trouver leur compte dans cette affaire, pas nous, lorsqu'il s'agit du conflit israélo. C'est les Palestiniens, c'est eux qui sont les victimes de cette situation. Et deuxièmement, en ce qui nous concerne, nous, notre rapprochement futur avec un État d'Israël qui serait respectueux de la souveraineté palestinienne, du futur État palestinien, elle va se faire, je pense naturellement. Vous savez pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Parce que et nous avons les sondages pour le prouver, si les Marocains sont massivement contre la normalisation avec Israël, eh bien, figurez-vous qu'il y a une majorité, une pluralité, et même une majorité de Marocains, c'est-à-dire il y a plus de Marocains qui sont en faveur de la reconnaissance de l'État Israël, de la reconnaissance pas de la reconnaissance, pardon, je répète, il y a plus de Marocains qui sont en faveur de la solution de deux États, deux nations, donc de two-state solution, qu'il y a de Marocains qui sont contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une attitude sérieuse et crédible de la part d'Israël et aussi des États-Unis qui soutiennent Israël pour qu'il y ait la reconnaissance d'un État palestinien avec les droits afférents et les signes de souveraineté afférents à un État
indépendant, eh bien, au Maroc, et pas seulement qu'au Maroc, dans la majorité des pays arabo-musulmans, il y a des majorités qui sont en faveur de deux États, un Israélien et un Palestinien. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si ceux qui pensent que le rapprochement avec Israël n'est possible que dans le cadre de la répression, de l'autoritarisme, parce que nous autres, Marocains, nous sommes génétiquement anti-israéliens, se trompent, parce que les sondages nous disent, officiellement, les sondages nous disent qu'en réalité, s'il y a deux États, eh bien les Marocains n'auront aucun problème à l'accepter. En tout cas, une majorité d'entre eux.